Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire le petit update au niveau des marchés US. Donc comme d'habitude, je vais commencer par les futurs et minis. Donc je suis sur le portrait journalier au niveau des futurs ES. Donc actuellement, on va regarder le portrait à court terme. Donc on a clôturé vendredi vraiment négatif en dessous de la moyenne mobile sur 10 jours, la moyenne mobile que vous voyez en bleu. Comme expliqué la semaine dernière, on avait eu vraiment le début d'un élan haussier, mais le momentum était négatif, comme expliqué. Donc, dans ces cas-là, il y a des fortes probabilités de retracer en quelque sorte ce mouvement haussier ici. Donc maintenant, les perspectives sont simples. La prime, c'est-à-dire le risque par rapport à la récompense pour une continuation haussière, n'est pas forcément la plus avantageuse, étant donné que nous sommes dans l'extrême greed et que nous avons actuellement un momentum qui est une certaine divergence, un momentum négatif. Donc, si vraiment on casse ce niveau ici de résistance, forte probabilité d'aller chercher les prochains niveaux comme expliqué dans l'ancienne vidéo, en faisant une grande divergence avec le momentum et ensuite retracer vraiment tout le mouvement ou repartir à partir de ici à essayer d'aller remplir ce gap-là. Donc, soit effectivement on va clôturer au-dessus de cette résistance, aller là et aller retester le bas de la trendline ou tout simplement, je vais juste l'enlever, ou tout simplement aller remplir ce gap-là à partir de maintenant. Donc là, pour l'instant, c'est juste vraiment une petite correction qu'on devrait avoir si on l'a dans la petite tendance ici haussière, pas une grande correction pour l'instant, plus aller remplir ce petit gap-là et aller tester le niveau de support sur la tendance ici. Tout cela parce qu'on a un momentum ici qui n'est pas forcément très avantageux, à l'avantage d'un mouvement haussier soutenu, pardon, et aussi on est dans une zone d'extrême greed. Donc dans ces zones-là, le risque par rapport à la récompense n'est pas forcément très avantageux pour la continuation. Après, au niveau du portrait à très long terme, on peut regarder par exemple sur la documentation de Gardeny. Ici, comme vous le savez, comme expliqué dans les anciennes vidéos, on a toujours un indicateur avancé avec une croissance négative. Donc au mois de juin, bon, il n'est pas à jour au mois de juin, mais on est vraiment, on est encore plus bas, on est à moins 8 et quelques pourcents. Donc là, on a un gros écart entre la croissance du PIB et vraiment les indicateurs avancés, un gros écart qui est en quelque sorte causé aussi par le processus de ralentir l'inflation. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu, c'est ce qui ça crée un certain retard, puisque pour l'instant, les banques centrales ne peuvent pas forcément pivoter, et donc du coup, tant qu'on ne pivote pas, on ne rentre pas dans un cercle beaucoup plus vicieux. Donc là, on voit qu'on a un certain écart entre les deux. On peut même regarder l'indicateur coïncident qui est vraiment les données en temps réel et le PIB. Les deux sont très corrélés, comme vous pouvez constater sur le graphique. Donc là, on est proche de zéro. On n'est pas en croissance négative, donc on n'est toujours pas en récession, mais on est proche de zéro. On est aux alentours de 1,5, 1,8%, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'était les dernières données au mois de mai, mais au mois de juin, on est à peu près à 1,5%. Donc, on n'est toujours pas en croissance négative. On n'a toujours pas de hausse de chômage non plus. Donc, on n'est toujours pas pour l'instant en récession. Donc, justement, quand on regarde les projections au niveau du prochain FOMC, au niveau des probabilités, on voit que les probabilités sont pour augmenter des taux encore de 25 points de base. Alors ça, c'est probablement dû au fait que le niveau de chômage reste encore très bas et que du coup, il y a un risque effectivement peut-être de relancer l'inflation ou tout simplement on n'est pas encore assez restrictif parce que l'inflation ne baisse pas assez vite. Donc là, quand on voit les projections, les prévisions pour l'inflation, on voit qu'on a des prévisions pour le 12 juillet de 3,1%. Pour moi, c'est quand même une belle amélioration. Si on passe de 4% à 3%, c'est quand même une belle amélioration. Donc, dans ce genre de cas, je peux me tromper bien évidemment, je serais assez surprise qu'ils augmentent de 25 points de base si on arrive à passer de 4 à 3%. Pour moi, ça indique qu'on a vraiment un ralentissement sous contrôle et donc du coup, c'est quand même assez positif. Est-ce que ça vaut le coup de continuer d'augmenter, sachant que les impacts vraiment d'un cycle haussier de taux, vraiment les conséquences se reflètent vraiment
beaucoup plus après le début du cycle, hein, donc entre 12 et 18 mois, voire même 24 mois. Donc du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'augmenter encore de 25 points de base si on a vraiment l'inflation qui ralentit à 3,1%? Donc ça va être vraiment la question. Moi, à mon avis, je trouve que ça serait pas très utile, mais bon, mon avis, c'est pas forcément ce qui importe, hein, je veux dire au niveau des banques centrales. Mais si, par exemple, l'inflation reste aux alentours de 4%, qu'elle ralentit pas très très rapidement, là, oui, il y aurait peut-être vraiment, c'est peut-être ce que price les probabilités actuellement au niveau vraiment du Fed Watch Tool, hein, qui nous donne des probabilités. Donc là, ça peut changer hein, d'ici le 26 juillet. Ces probabilités-là peuvent changer. Des fois, ça change assez rapidement. Hein. Il suffit d'un événement ou autre, ça peut changer très rapidement, notamment quand on va avoir les chiffres de l'inflation. Ça va pouvoir peut-être changer à ce moment-là, puisque là, vraiment, ces chiffres-là, faut les regarder 3 jours avant. Parce que 3 jours avant, il y a de faibles probabilités vraiment à ce que ça soit pas ce qui est indiqué sur l'indicateur des probabilités. Mais là, on a quand même encore à peu près vraiment plus de 15 jours, plus de 2 semaines entre les deux. Donc, il y a encore des possibilités à ce que ça change. Moi, je pense que ça va dépendre au niveau des résultats justement de l'inflation et aussi de l'emploi. Donc là, pour l'instant, si on passe de 4 à 3%, je serais étonnée qu'on continue d'augmenter les taux, mais voilà, ça c'est mon avis. Mais si effectivement on reste aux alentours de 4%, là je trouverais ça normal qu'on augmente le taux, surtout si le taux d'inflation, le taux de chômage reste très bas. Donc là aussi, si on passe de 4 à 3%, ça voudrait dire que le taux d'inflation passe en dessous du taux de chômage qui est de 3,6%. Donc là, on aurait un taux d'inflation en dessous du taux de chômage. Donc ça aussi, c'est à noter. Et aussi, on a des taux réels actuellement largement positifs, surtout si on est à 5% et à 3% d'inflation. On aurait des taux réels là actuellement positifs, ce qui fait que les banques centrales sont déjà assez restrictives actuellement. Donc là, par exemple, vous voyez, si je rajoute le taux d'inflation, hop, et que je vais rajouter à cela donc le Fed Fund Rate, hop, Fund Rate. Si on va les mettre à côté. Donc là, on va les mettre juste en régulier pour que ça soit plus simple. On sait que, donc là, vous avez en orange le taux de la Banque centrale de la Fed, qui est aux alentours donc de 5%, comme vous pouvez voir à droite, et le niveau d'inflation qui est actuellement aux alentours de 4%. Donc, le taux de la Fed est supérieur au taux d'inflation. Donc, quand on rentre dans cette zone-là, on rentre dans une zone généralement suffisamment restrictive. Alors, à moins que l'inflation reste vraiment assez résiliente à 4%, qu'on n'arrive vraiment pas à passer à 3 ou 2%, là oui, dans les projections, peut-être c'est ce qui est pricé actuellement dans les probabilités, mais pour l'instant, si l'inflation passe à 3%, je serais assez surprise qu'ils augmentent encore de 25 points de base, sachant en surveillant le taux de chômage qui se tourne aux alentours de 3,6%. Donc voilà, donc ça c'était mon petit avis. Sinon, on peut regarder aussi, alors ça c'est aussi quelque chose d'important à noter, c'est que, ici, pardon, hop, non, c'était pas ça. Hop, je vais vous remettre le S&P 500, mais au niveau du trimestre triel, pardon, comme ça. Voilà, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même clôturé le mois de juin sur une bougie trimestrielle qui est au-dessus de la moyenne mobile sur au trimestre. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive généralement après, lorsqu'on a un début vraiment de reprise haussière. Donc pas forcément, même si on n'a pas de gros rebonds économiques, comme ici par exemple, vous voyez, ça c'était en janvier 2019, pardon. On a eu donc une clôture trimestrielle au-dessus de la moyenne mobile et ensuite une continuation haussière, mais on n'avait pas forcément un rebond économique important. On était aux alentours de 2% de croissance, mais on n'a pas eu de rebond vraiment qui était assez conséquent. Mais là, c'est un petit peu la même situation. On a quand même clôturé au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, si on regarde les chiffres, c'est quand même assez intéressant puisque dans le passé,
si on regarde la grande baisse qu'il y a eu en 2008 ou la grande baisse qu'il y a eu en 2000, hein, qui étaient des baisses très longues, on n'a pas réussi à clôturer trimestriellement au-dessus de la moyenne mobile sur 10 trimestres. Hein. Donc là, on n'avait pas réussi à reclôturer dessus tant qu'on n'avait pas pricé une récession. Parce que là, on était en récession. Là, on était en récession. Et donc, là, on n'a pas eu de récession puisqu'on a une croissance toujours positive et on a réussi à clôturer au-dessus. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à noter puisque ça peut jouer dans la continuité des choses jusqu'à temps que il y ait quelque chose vraiment qui casse, et que la banque centrale donc se mette à pivoter, parce que c'est souvent lors d'un pivot qu'on a plus de de turbulence. Donc là, vous voyez ici, on est toujours en temps de pause, mais ici, quand on a commencé à pivoter, c'est là où la grande baisse s'est propagée, et ici aussi. Donc là, vous voyez, si vous voulez, je peux vous mettre une petite ligne verticale, hein, comme ici, voilà, et ici aussi. Et donc, ici aussi. Et donc là, voilà, ça a précédé généralement des zones de plus de turbulence. Donc là, pour l'instant, le temps qu'on reste en pause, il n'y a pas de vraiment de gros marchés baissiers en quelque sorte à analyser tant qu'on maintient vraiment ces niveaux-là, et puis qu'on maintient aussi, comme je disais précédemment, qu'il n'y ait pas forcément de pause des banques centrales, et donc aussi pas de hausse de chômage et pas de croissance négative. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à noter. L'autre point aussi, c'est que le marché immobilier, donc là, je suis sur le sondage des constructeurs. Donc là, généralement, la zone des 50, c'est la zone entre les deux, entre la contraction et l'expansion. Donc au-dessus, on est plus dans une croissance positive, et en dessous, il y a plus de risque de rentrer dans une contraction. Donc là, on est au-dessus de 50, donc on a eu un gros rebond quand même. On est parti de 30 jusqu'à 55, c'est quand même un rebond très significatif au niveau de cet indicateur-là, qui est souvent un indicateur vraiment assez avancé, hein, puisque le marché immobilier, c'est le premier à ralentir. Donc, mais c'est aussi le premier à stabiliser en quelque sorte. Et donc là, on peut le constater qu'on a eu un rebond assez impressionnant. Donc, c'est à prendre en compte aussi, puisque oui, on a eu pareil un rebond ici, sur l'anticipation d'une pause des taux. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Mais là, on a quand même réussi à rebondir au-dessus de la zone des 50, alors qu'ici, on n'avait pas réussi à rebondir sur la zone des 50. Donc là, on a réussi à rebondir, et sans provoquer en quelque sorte de hausse de chômage, puisque comme vous le savez, on a toujours un niveau de chômage qui est quand même assez bas actuellement. Donc, on a réussi à avoir un rebond ici au niveau du sondage. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Mais le niveau de chômage, lui, est resté très bas. Donc ça aussi, c'est très positif. Comparé à ici, vous voyez, ici, on a eu un rebond. On n'avait pas réussi en 2007 à repasser au-dessus des 50, de la zone des 50 qui est en jaune ici. Et en plus, ensuite, on a eu, vous voyez ici, une hausse du chômage qui avait débuté. Donc là, pour l'instant, ce n'est vraiment pas encore le cas, malgré le fait que effectivement, on a un rebond des marchés et pas forcément un rebond économique, mais on n'est pas non plus en récession actuellement. Donc voilà. Mais par contre, c'est à suivre, puisque si on a un début de hausse de chômage, il y a la Fed qui risque de pivoter, et donc là, ça risque d'être assez significatif, puisque un pivot est significatif dans le passé quand même de déclenchement des gros bear market. Donc c'est à surveiller, sachant que actuellement on a toujours un gros écart entre les indicateurs avancés qui nous annoncent toujours un ralentissement, mais la croissance est assez résiliente, puisqu'on a le marché de l'emploi qui est assez résilient, et donc du coup ça permet de ne pas passer de l'autre côté et de ne pas avoir de conséquences plus graves. Donc voilà. Mais si on augmente ces taux-là, ce chiffre-là peut être de nouveau impacté, puisque ça a été sur les anticipations d'une pause. Mais si on augmente trop les taux, cela peut avoir par la suite un impact encore sur le marché immobilier. Et donc là, ça peut être conséquent, surtout si on a une hausse de chômage en parallèle. Donc c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, et nous on se retrouve donc une prochaine fois.